Le coup de feu claqua dans la ruelle avant même que Théo Marchand ait compris qu'on lui tirait dessus. Il plongea derrière une benne à ordures, le souffle coupé, les paumes lacérées par l'asphalte mouillé. Une deuxième détonation. La balle mordit le métal à 10 centimètres de son visage et le ricochet siffla dans l'obscurité comme un insecte furieux. Théo serra les dents et rampa vers l'angle du mur, le cœur battant à tout rompre. Il y a 3 heures, il était encore dans son bureau du 3e étage à corriger des épreuves photographiques. Journaliste indépendant, pigiste pour plusieurs magazines, 40 ans et pas un ennemi dans le monde. C'est du moins ce qu'il croyait. Tout avait commencé avec l'enveloppe. Elle l'attendait, glissée sous sa porte en rentrant chez lui, rue des Acacias, dans ce quartier calme de Lyon où les chats dormaient sur les capots des voitures et où les voisins se saluaient encore. Pas de timbre, pas d'adresse d'expéditeur. Juste son prénom griffonné à l'encre violette sur le papier craft brun. À l'intérieur, une clé USB noire et une feuille sur laquelle quelqu'un avait tapé à la machine. Une vraie machine à écrire, avec ses irrégularités d'encre. 6 mots. Ils peuvent ressembler à n'importe qui. Théo avait glissé la clé dans son ordinateur avec la curiosité tranquille d'un homme qui n'a pas encore peur. Il avait regardé les fichiers s'ouvrir, des photos, des documents, des vidéos. 2 heures plus tard, il était dans la ruelle, avec quelqu'un qui voulait le tuer. Une 3e détonation, cette fois plus loin. L'homme se repositionnait. Théo en profita pour se lever et courir, courbé en deux, vers la sortie de la ruelle qui débouchait sur le quai Sainte-Claire. La pluie fine de novembre brouillait les lumières du Rhône. Il traversa le boulevard sans regarder, provoqua un concert de klaxons et s'engouffra dans le métro, dont les portes se refermaient. Il s'effondra sur un siège, haletant. La femme en face de lui leva les yeux de son téléphone, l'observa une seconde, puis replongea dans son écran. Personne ne faisait jamais attention à rien dans le métro. C'était peut-être ce qui l'avait sauvé. Pour l'instant. Théo avait toujours eu une mémoire photographique, don précieux pour son métier, fardeau dans les nuits d'insomnie. Alors même que le métro filait vers la gare Pardieu, les images de la clé USB défilaient derrière ses yeux fermés avec une netteté cruelle. La première vidéo montrait un homme dans un couloir d'hôpital. Costume gris, mallette en cuir, visage ordinaire. Le genre de visage qu'on croise et qu'on oublie en 5 secondes. Il s'approchait d'une porte, regardait à droite et à gauche, puis entrait dans la chambre. La caméra de surveillance placée en hauteur avait capté la suite avec une précision implacable. L'homme s'approchait du patient, un vieillard sous perfusion, et restait immobile pendant presque 30 secondes. Debout, les bras le long du corps, les yeux fixés sur le malade. Puis, quelque chose se produisait, que Théo avait dû repasser 7 fois avant d'accepter ce que ses yeux lui disaient. Les traits de l'homme changeaient. Pas comme dans un film à effets spéciaux, pas de geyser de lumière, ni de transformation spectaculaire. C'était subtil, lent, presque médical. La ligne de la mâchoire se modifiait. Le nez s'affinait. La peau changeait de teinte, légèrement. Après 3 minutes, l'homme qui ressortait de la chambre n'était plus tout à fait le même que celui qui y était entré. Pas radicalement différent, mais assez pour qu'aucun système de reconnaissance faciale ne fasse le lien. Le vieillard dans le lit était mort le lendemain matin. Arrêt cardiaque. Rien d'anormal pour un homme de 82 ans en insuffisance rénale. La 2e vidéo. La 3e. La 4e. Chaque fois, le même schéma. Un individu à l'aspect banal, une approche discrète, une transformation mineure mais réelle, et une mort qui ne ressemblait à rien d'autre qu'à une mort naturelle. Les victimes n'avaient apparemment rien en commun. Un ancien magistrat, une chercheuse en biochimie, un général à la retraite, une femme politique régionale. Mais les documents joints à la clé racontaient autre chose. Ils établissaient des liens. Tous avaient travaillé, à des époques différentes, sur un programme gouvernemental classifié, baptisé Proté. Et tous avaient, peu avant leur mort, demandé à consulter leurs archives personnelles concernant ce programme. Proté. Théo connaissait le mot. Le dieu marin de la mythologie grecque,
celui qui change de forme à volonté pour échapper à ceux qui veulent lui soutirer la vérité. Quelqu'un avait un sens de l'humour particulièrement noir. Il sortit du métro à la station Saxe-Gambetta et marcha vite sous la pluie. Il lui fallait un endroit sûr. Il lui fallait quelqu'un en qui avoir confiance. Il lui fallait Camille. Le café-librairie Le Sablier fermait à 22 heures, mais Camille Orsini avait l'habitude de rester jusqu'à minuit pour ranger et lire dans le silence de bois et d'encre qu'elle avait créé de ses mains. Théo frappa 3 coups brefs à la vitre, leur signal depuis 20 ans, depuis l'époque où ils étaient étudiants et où elle lui ouvrait sa fenêtre en pleine nuit quand il avait trop bu pour retrouver ses clés. Elle écarta le rideau, le vit, et son visage passa en 1 seconde de l'agacement à l'inquiétude. Elle ouvrit la porte. « Tu saignes, dit-elle. C'est rien, les paumes, j'ai chuté. Entre. » Elle le fit asseoir derrière le comptoir, disparut dans l'arrière-boutique et revint avec une trousse de secours qu'elle utilisait surtout pour les coupures de papier. Elle nettoya ses mains sans un mot. Camille avait toujours eu ce talent, agir d'abord, comprendre ensuite. C'est pour ça que Théo lui faisait confiance depuis 2 décennies. « On a tiré sur moi, dit-il finalement. Elle ne s'arrêta pas de nettoyer la blessure. « Avec un pistolet ?»« Je n'ai pas eu le temps de vérifier la marque. Oui, avec un pistolet. » Elle posa un dernier pansement, referma la trousse, s'appuya contre le comptoir et le regarda. « Qu'est-ce que tu as fait, Théo ?»« Rien. Je n'ai encore rien fait. Mais j'ai vu quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû voir. » Il posa la clé USB sur le comptoir. Elle la regarda, sans la toucher. « C'est quoi ?» ?»« Je ne sais pas exactement, mais les gens qui ont vu ce qu'il y a dessus semblent avoir une espérance de vie très réduite. » Et tu l'as regardé. Intégralement. Un silence. Dehors, la pluie redoublait. Un tramway passa dans un bruit de rails mouillés. « Je vais faire du café, » dit Camille, « et tu vas me raconter tout depuis le début. » Ils parlèrent pendant 2 heures. Camille prit des notes dans un carnet à spirale, une habitude de son ancienne vie, avant la librairie, quand elle était traductrice technique pour des institutions européennes. Elle avait l'esprit d'une horlogère. Elle aimait que les pièces s'emboîtât. « Donc, récapitulons, » dit-elle en relisant ses notes. « Le programme Proté aurait commencé il y a une 20aine d'années. Financé par quoi ? » Les documents ne sont pas clairs là-dessus. Des fonds publics détournés, peut-être des capitaux privés. Il y a mention d'une fondation dont je n'ai jamais entendu parler. La Fondation Helios. Et l'objectif ? Là non plus, c'est flou. Les termes techniques dépassent mes compétences. Mais les mots qui reviennent le plus souvent, c'est plasticité cellulaire accélérée, mimétisme morphologique, intégration neurale. En français ? Des individus capables de modifier leur apparence physique, volontairement, sous contrôle conscient. Pas de manière radicale. Les vidéos montrent des variations subtiles, dans les limites du possible. Un nez qui se rétrécit, une ligne de mâchoire qui se déplace, la teinte de la peau, la texture des cheveux. Assez pour tromper une reconnaissance faciale. Assez pour passer pour quelqu'un d'autre. Camille posa son stylo. « Tu m'entends ce que tu es en train de me dire ? Je sais ce que ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être de la science-fiction, Théo. » Le docteur Ségolène Avril avait 62 ans, une chevelure blanche toujours en bataille, et passait sa vie dans les sous-sols du Musée des sciences naturelles de Grenoble, à étudier les mécanismes de mimétisme chez les insectes. Elle avait publié une 20aine d'articles sur les capacités d'adaptation chromatique des phasmes et des mantes religieuses, et elle n'avait jamais, de toute sa carrière, cédé à la tentation de surestimer ce qu'elle ne pouvait pas prouver. C'est pourquoi, quand Théo lui décrivit les vidéos, sans lui montrer encore, pour observer sa réaction brute, il fut surpris par ce qu'elle répondit. « C'est théoriquement possible ?» dit-elle sans hésiter. Ils étaient assis dans son bureau, encombré de spécimens sous verre, de revues scientifiques et de tasses à café oubliées. Elle regardait par la fenêtre les platanes de la cour intérieure. « Vous ne semblez pas étonné ?» dit Théo. « Je ne suis jamais étonné par la biologie. Étonné, non. Inquiète, parfois. Vous avez entendu parler du programme Proté ? » Une pause. Un battement de trop. « Non, dit-elle. Ce n'était pas un mensonge parfait. Théo avait passé 20 ans à interviewer des gens, ministres, criminels, chercheurs, victimes.
Il connaissait les géographies du mensonge. Cette micro-hésitation, ce regard déplacé d'1 centimètre vers la gauche, cette respiration légèrement trop contrôlée. Docteur Avril, je vous ai dit non. 4 personnes sont mortes. Peut-être 5 si je compte un homme dont on a essayé de me parler, et dont le dossier s'arrête brutalement au milieu d'une phrase en 2019. Elle se leva, alla jusqu'à la fenêtre. Ses mains dans son dos s'entrelacèrent si fort que ses jointures blanchirent. « Je ne peux pas vous aider, dit-elle. Je voudrais, mais je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que j'ai 2 petits-enfants et que je préfère les voir grandir. » Un silence lourd s'installa entre eux. Dehors, un pigeon marchait sur le rebord de la fenêtre, avec l'indifférence tranquille des créatures qui ne comprennent pas le danger. « Très bien, dit Théo. Je ne vous demanderai rien de plus. » Il se leva, ramassa son manteau. « Juste une question, dit-elle dans son dos au moment où il atteignait la porte. Il se retourna. « La personne qui vous a envoyé la clé, est-ce qu'elle vous a donné un nom, quelque part dans les documents ? » Un seul, un prénom plutôt. Arnaud. Elle hocha la tête lentement, comme si une équation se refermait. « Faites attention à vous, dit-elle, et ne faites confiance à personne dont vous ne connaissez pas le visage depuis longtemps. Je veux dire, vraiment longtemps. » Théo comprit ce sous-entendu plus tard, bien plus tard, quand il était presque trop tard pour que ça serve à quelque chose. La fondation Hélios n'existait sur aucun registre officiel. Théo passa 1 journée et demie à creuser. Archives de presse, cabis, bases de données. Les pieuvres changent de couleur en temps réel. Les caméléons adaptent leur peau à leur environnement. Les céphalopodes peuvent modifier leur texture en quelques secondes. La biologie a toujours été capable de choses que nous qualifions d'impossibles, jusqu'au moment où nous les observons. Ce que ces gens auraient fait, c'est reproduire ces mécanismes chez l'être humain. En supposant que c'est réel, J'ai vu les vidéos. les vidéos peuvent être manipulées. 4 personnes sont mortes pour que personne ne parle de ce programme. Ces gens-là ne manipulent pas des vidéos. Ils suppriment des témoins. Camille se leva, alla fermer les volets. Ce geste instinctif les fit taire tous les deux un moment. « Qui t'a envoyé ça ?» demanda-t-elle en revenant s'asseoir. Je ne sais pas. La feuille ne portait que les 6 mots que je t'ai dit. Quelqu'un qui voulait que tu enquêtes. Ou quelqu'un qui voulait que je sois la prochaine victime sur la liste. Je n'arrive pas à trancher. Le lendemain matin, Théo appela le seul scientifique qu'il connaissait, susceptible de comprendre ce dont il parlait sans l'envoyer consulter un psychiatre. Des organisations non gouvernementales. Journal officiel des associations ? Rien. La fondation n'avait jamais existé légalement. Du moins, pas sous ce nom. Mais un journaliste d'investigation, c'est comme un archéologue. Ce qui compte, ce ne sont pas les choses visibles, mais les traces de ce qui a disparu. Il trouva la trace d'abord dans une note de bas de page d'un rapport parlementaire de 2003 sur le financement de la recherche biomédicale. Une mention anodine d'un partenariat privé avec la Fondation européenne pour les sciences du vivant, dite Hélios. Puis, dans un article de la Tribune de 2007, évoquant un centre de recherche confidentiel installé dans le Vercors. Enfin, dans un message d'un forum de passionnés de politique qui avait été archivé par une association de défense des libertés numériques avant sa suppression. Quelqu'un qui signait Arnaud47 avait posté en 2018 une longue liste de noms et de dates, sans commentaire, avant de ne plus jamais rien publier. Ces noms correspondaient aux victimes figurant sur la clé USB. Théo imprima tout, numéra les feuilles, les glissa dans une enveloppe qu'il confia à Camille avec instruction de l'envoyer à son avocat si elle était sans nouvelles de lui dans 72 heures. C'était un réflexe de journaliste, une assurance vie en papier. « Tu pars dans le Vercors ?» dit Camille. « Juste y jeter un œil. » Théo, la dernière fois que tu m'as dit « juste y jeter un œil », tu avais passé 48 heures dans une cellule de garde à vue à Marseille. C'était il y a 10 ans, j'ai mûri. Tu as des cheveux gris, c'est différent. Malgré tout, elle l'embrassa sur la joue. Il attrapa ses clés de voiture. « Garde ton téléphone chargé, dit-il. « Garde le tien allumé, répondit-elle. La route qui montait vers le plateau du Vercors serpentait entre les falaises calcaires et les forêts de hêtres. En novembre, le paysage avait cette beauté austère et silencieuse qui vous fait comprendre pourquoi les résistants s'étaient réfugiés là pendant la guerre. Le territoire se défendait lui-même, naturellement hostile.
Théo s'arrêta au village de Méaudre pour vérifier ses coordonnées. Le bâtiment qu'il cherchait, d'après l'article de la Tribune, devait se trouver à 4 km au sud, sur une ancienne propriété agricole rachetée en 2001. La propriété existait. Mais à la place du centre de recherche qu'il imaginait, il trouva une ferme rénovée, entourée d'un mur de pierre d'1,80 m. Pas de panneau, pas d'enseigne. Un portail métallique gris avec une seule caméra, orientée vers le chemin. Il gara sa voiture à 1 km, continua à pied à travers les bois et contourna le mur jusqu'à trouver un angle mort de la caméra. L'escalade du mur lui prit moins de 30 secondes, avantage d'une adolescence passée à faire des choses que ses parents n'auraient pas approuvées. De l'autre côté, une cour pavée, 3 bâtiments en pierre grise, un 4e en préfabriqué moderne qui contrastait avec l'ensemble. Pas de voiture visible, pas de lumière. L'endroit semblait abandonné. Il traversa la cour rapidement, atteignit le bâtiment moderne, essaya la porte, fermée, puis les fenêtres. La 3e céda, un loquet mal fixé. Il entra. L'intérieur était vide, mais pas depuis longtemps. Une tasse de café oubliée sur une table portait encore des traces fraîches de moisissure. Des câbles d'alimentation sectionnés traînaient au sol. Des étagères métalliques portaient les fantômes rectangulaires d'équipements récemment déplacés. Les alvéoles propres sur les surfaces poussiéreuses racontaient leur absence. Quelqu'un avait déménagé précipitamment. Récemment, peut-être quand la clé USB avait changé de main. Théo fouilla méthodiquement. Sous une paillasse de laboratoire, il trouva ce qu'un déménagement précipité laisse toujours. Des choses tombées, oubliées, jugées sans importance. Un stylo bille, un post-it illisible. Et coincé entre le pied métallique de la paillasse et le carrelage, une photo de format identité, format passeport. Il la ramassa. Un homme d'une 50aine d'années, visage carré, regard direct, légère cicatrice sur le sourcil gauche. Au dos, griffonné au crayon, sujet 7 à 12, rapport final Léonard. Léonard. Un nom, enfin. Il glissa la photo dans sa poche intérieure et rebroussa chemin vers la fenêtre. Il s'arrêta net. Dans la cour, une silhouette se tenait immobile devant le portail. Un homme, grand, manteau sombre, qu'il regardait. Ils étaient à 20 mètres l'un de l'autre, trop loin pour distinguer les traits dans l'obscurité du soir tombant, assez proche pour voir que l'homme ne bougeait pas, ne criait pas, n'appelait personne. Il l'attendait. Théo sortit par la fenêtre, traversa la cour dans la direction opposée, escalada le mur à l'arrière et courut jusqu'à sa voiture. Il ne regarda pas derrière lui. Il avait appris, depuis la ruelle de Lyon, qu'il valait mieux ne pas regarder derrière soi quand on fuyait quelque chose qu'on ne comprenait pas encore. Il reçut le message à 23h30, depuis un numéro masqué, alors qu'il était garé sur une aire d'autoroute entre Grenoble et Lyon, trop épuisé pour rouler, mais trop nerveux pour dormir. Pas un texto, un message vocal de 2 minutes 43 secondes. La voix était jeune, 30 ans, peut-être moins. Elle parlait vite, avec l'accent du Nord, et quelque chose dans le débit trahissait une peur soigneusement contrôlée. « Monsieur Marchand, je suis celui qui vous a envoyé la clé. Je vous en demande pardon, mais je n'avais personne d'autre. J'ai lu vos articles sur les essais pharmaceutiques illégaux en 2021, sur les fonds détournés dans les hôpitaux militaires. Vous êtes le seul journaliste qui soit allé jusqu'au bout sans se faire acheter. Je m'appelle Arnaud Cellier. J'ai travaillé pendant 4 ans comme technicien de maintenance informatique pour la Fondation Helios. Je n'étais rien, un prestataire, invisible, quelqu'un à qui on ne fait pas attention. C'est pour ça que j'ai pu voir ce que j'ai vu. » Un silence, une respiration. Un silence, une respiration. Le programme Proté n'est pas une expérience. Ce n'est plus une expérience depuis au moins 10 ans. Il y a des sujets actifs, des dizaines, peut-être plus, des gens qui ont été modifiés, volontairement ou non, et qui sont maintenant infiltrés dans des positions stratégiques. Administration, médias, secteur financier, renseignement. Je ne sais pas combien, je ne sais pas qui. C'est le point. On ne peut pas savoir qui. Ils ressemblent à tout le monde, parce qu'ils peuvent ressembler à tout le monde. Un autre silence, plus long. Le docteur Léonard est la clé. C'est lui qui a tout construit. Si vous pouvez le trouver, vous pouvez comprendre l'étendue de ce qui a été fait. Mais faites attention.
Il est possible que certaines personnes autour de vous ne soient pas celles qu'elles semblent être. C'est difficile à vivre avec, je sais. J'ai passé les 6 derniers mois à regarder les gens autour de moi comme s'ils étaient des étrangers. Parfois, je me demande si... La voix s'interrompit brusquement. Un bruit de fond, difficile à identifier. Puis, le silence définitif d'un message qui se coupe. Théo rappela le numéro immédiatement. Messagerie inexistante. Il essaya encore. Rien. Il posa son téléphone sur le tableau de bord et resta longtemps à regarder les camions passer sur l'autoroute. Le monde continuait. Les poids lourds avec leur chargement, les noctambules de l'autoroute, les familles endormies sur les sièges arrière. La phrase du message qu'il ne pouvait pas s'enlever de la tête n'était pas la révélation sur le programme ou l'avertissement sur Léonard. C'était la dernière, inachevée. Je me demande si... Si quoi ? Si lui-même avait été modifié à son insu ? Si ceux qui l'aimaient étaient toujours les mêmes ? Théo pensa à Camille, à ses mains qui pansaient ses blessures sans trembler, à sa façon de fermer les volets. Il démarra la voiture. Trouver quelqu'un qui n'existe pas officiellement est un art qui repose entièrement sur les erreurs des autres. Théo passa 48 heures enfermé dans une chambre d'hôtel de Lyon, à croiser les bases de données médicales, les annuaires universitaires, les listes de congrès scientifiques et les archives des brevets biologiques. La cicatrice sur le sourcil gauche de l'homme de la photo lui avait fourni un détail physique précis. Les cicatrices ne changent pas, même pour ceux qui peuvent modifier leur apparence. Il finit par trouver un congrès de neurobiologie à Strasbourg en 2009, une liste de participants dont l'un s'appelait Professeur Henri Léonard, affilié à un centre de recherche privé Vercors. Une seule participation. Aucune publication associée à ce nom dans les bases de données académiques, ce qui en soi était une anomalie pour quelqu'un d'assez reconnu pour être invité à un congrès international. Il y avait une photo du congrès sur le site d'archives de l'Université de Strasbourg. Groupe de participants devant un bâtiment. Théo zooma sur les visages, un par un. 4e rang, légèrement en retrait, comme quelqu'un qui préfère ne pas être au centre. La cicatrice sur le sourcil gauche. Il l'avait. La suite prit encore une journée. En recoupant les adresses IP des connexions au forum archivé, où Armo47 avait posté, information obtenue auprès d'un ami informaticien qui aimait les frontières légales avec la même souplesse que Théo, il remonta jusqu'à un réseau Wi-Fi enregistré à une adresse à Valence, dans la Drôme. Ce n'était pas l'adresse de Léonard, c'était l'adresse d'Arnaud Cellier. Théo s'y rendit le lendemain matin. Un immeuble ordinaire, rue du Champ de Mars, 3e étage. Il sonna. Personne. Il sonna à nouveau. Une voisine passa dans le couloir. « Vous cherchez le jeune du 312 ?»« Arnaud Cellier, oui. Il est parti il y a 3 semaines, du jour au lendemain. J'ai vu des policiers venir 2 jours après, mais ils n'ont rien dit. »« Des policiers en uniforme ?» Elle réfléchit. « En civil, mais ils avaient des badges. » Théo remercia la femme et descendit les escaliers lentement. Des badges que n'importe qui peut fabriquer. Une disparition que personne ne semblait chercher à expliquer. Arnaud Cellier était probablement mort. Et sa mort avait eu lieu après qu'il avait envoyé la clé USB. Ce qui signifiait que Théo était désormais la seule personne en possession des preuves. Et que ceux qui avaient tué Arnaud le savaient probablement. Il s'appelait à ne faire confiance à personne, répétant comme un mantra les mots du message vocal, quand il la vit sur le quai de la gare de Valence. Elle attendait le même train que lui, le TER de 17 heures pour Lyon. Taille moyenne, manteau beige, cheveux châtains attachés. Elle lisait un livre sans vraiment lire, les yeux qui revenaient régulièrement vers lui, puis s'en détournaient avec une désinvolture trop étudiée. Théo connaissait cette danse. Il l'avait pratiquée lui-même des dizaines de fois quand il filait des sources. Il monta dans le train. Elle aussi, 2 wagons plus loin. Il changea de wagon à Livron-sur-Drôme, sous prétexte de chercher une prise électrique. Elle ne bougea pas. Peut-être rien. Peut-être sa paranoïa naissante qui transformait des inconnus en menaces. Puis, à la gare de Valenceville, elle entra dans son wagon et s'assit en face de lui. « Je ne vous suis pas, dit-elle sans préambule.
Je cherche à vous parler. C'est ce que dirait quelqu'un qui me suit. Je sais, mais je ne peux pas vous prouver que je ne suis pas une menace en vous offrant simplement mes assurances. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais vous dire mon nom, mon titre et pourquoi je vous cherche. Et vous déciderez. Je vous écoute. Je m'appelle inspectrice Naïma Ferrat. Je travaille à l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale. Depuis 8 mois, j'enquête sur une série de morts présentées comme naturelles qui correspondent exactement à ce que, j'en suis sûr, vous avez trouvé sur votre clé USB. Théo ne répondit pas tout de suite. Le train traversait les plaines de la Drôme, la lumière de fin d'après-midi rasant les vignes dépouillées. Comment savez-vous pour la clé? Arnaud Cellier avait une autre copie, une sauvegarde chiffrée dans le cloud, dont je possède la clé de déchiffrement depuis qu'il me l'a transmise il y a 4 mois. Je travaillais avec lui. Il est mort. Une pause. Pas de surprise dans ses yeux. Juste une tristesse rapide, comprimée. Celle de quelqu'un qui s'y attendait et l'avait redouté quand même. « Je sais », dit-elle. Naïma Ferrat n'était pas ce qu'elle paraissait être, mais dans le bon sens du terme. Sous les apparences d'une fonctionnaire prudente et méthodique, se cachait quelqu'un qui avait passé 8 mois à construire seule, sans en référer à sa hiérarchie qu'elle soupçonnait d'être compromise, un dossier d'une solidité redoutable. Elle avait tout sur son ordinateur portable chiffré, qu'elle sortit de son sac dans le wagon silencieux du train. Elle parla à voix basse, orientant l'écran vers Théo. 23 morts en 7 ans, toutes causes naturelles officiellement, toutes liées de près ou de loin au programme Proté, que ce soit comme scientifiques, financeurs ou membres d'instances de contrôle parlementaire qui auraient pu découvrir le budget occulte. Et les sujets modifiés, ceux qui sont actifs? Elle hésita. J'ai identifié 6 individus dont le parcours présente des anomalies biographiques inexplicables. Des gens dont l'identité semble avoir été construite rétrospectivement. Des photos d'enfance qui ne correspondent pas au registre scolaire. Des actes de naissance dont les numéros de référence n'existent dans aucune archive départementale. C'est ça. Le programme ne modifie pas seulement les corps, il crée des vies. Ou il recycle des identités de personnes décédées, ce qui est encore plus simple. 6 identifiés, mais Arnaud pensait qu'il pouvait être beaucoup plus. Vous avez dit que vous soupçonnez votre hiérarchie d'être compromise? Mon directeur a signé un ordre d'archivage de l'enquête il y a 6 semaines, officiellement pour insuffisance de preuves. J'ai continué à titre personnel. Vous risquez votre poste. Je risque autre chose, dit-elle simplement. Le train entrait dans les faubourgs de Lyon. Les lumières de la ville commençaient à trouer l'obscurité. « Où est Léonard ?» demanda Théo. C'est la seule question qui compte, et c'est la seule à laquelle je n'ai pas de réponse. Ils décidèrent de travailler ensemble, avec toutes les réserves que cette décision impliquait. Naïma gardait ses distances. Elle avait été formée à la méfiance systématique, et Théo le comprenait. Il était lui-même de moins en moins certain de sa propre perception des choses. C'est Camille qui leur fournit la piste la plus étrange. Elle les rappela un matin. Théo avait fini par lui parler de Naïma, brièvement, sans détail, pour leur dire qu'elle avait reçu une visite à la librairie. Un homme, 40 ans environ, costaud, yeux clairs. Il cherchait un livre sur la neuroplasticité. Très précis dans sa demande. Il voulait spécifiquement les travaux publiés entre 2000 et 2010 sur la régénération des tissus faciaux. Tu as son nom? Il a payé en liquide. Mais il a feuilleté les livres pendant presque 1 heure. Et pendant tout ce temps, Théo, il a regardé son reflet dans la vitre de la vitrine. Sans arrêt. Comme s'il vérifiait quelque chose. Théo sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Il était comment, physiquement? Cicatrice sur le sourcil gauche? Un silence. Non, pas de cicatrice. Mais... Quand il est parti, j'ai regardé par la fenêtre. Il s'est arrêté sur le trottoir d'en face. Et je sais que ça va te paraître ridicule, mais j'aurais juré que quelque chose avait changé dans son visage. Juste légèrement. La façon dont son front... Je ne sais pas comment expliquer ça. Théo communiqua l'information à Naïma. Elle ne sembla pas surprise. « Léonard nous cherche, dit-elle. Ce qui est étrange. » Pourquoi étrange? Parce qu'il aurait pu nous éliminer directement depuis le début, comme les autres. Pourquoi observer?
Peut-être qu'il ne veut pas nous tuer. Elle le regarda. Ou peut-être qu'il veut quelque chose que nous avons. Il se manifesta lui-même. Une enveloppe dans la boîte aux lettres de Théo. Histoire qui se répète. Motifs qui reviennent. Comme si certaines personnes ne connaissaient qu'un seul langage. Pas de clé USB cette fois. Juste une adresse et une heure. Le lendemain matin, 10 heures, un café place Bellecour. Ils y allèrent tous les deux. Naïma était armée. Théo avait son téléphone prêt à enregistrer. Il était déjà assis à une table, au fond, dos au mur, position instinctive de quelqu'un qui n'aime pas avoir des inconnus dans son dos. Il avait commandé un café qu'il n'avait pas touché. La cicatrice sur son sourcil gauche était visible dans la lumière du matin. Henri Léonard avait 60 ans passés, les mains d'un chirurgien et les yeux de quelqu'un qui a vécu trop longtemps avec ce qu'il sait. « Je ne suis pas venu vous faire du mal, » dit-il quand ils s'assirent. « C'est rassurant, » dit Naïma. « Vous comprendrez que ça ne nous suffit pas. » « Non, bien sûr. » Il posa ses mains à plat sur la table, geste de transparence ou imitation parfaite de la transparence. « J'ai créé Proté, » dit-il. « J'en suis responsable dans tous les sens du terme. Et je suis venu vous trouver parce que ce que j'ai créé m'a échappé depuis longtemps et que je veux y mettre fin. » « En nous tuant, dit Théo. Non, en vous donnant ce qu'il vous manque. » « Qu'est-ce qu'il nous manque ?» ?»« Les noms. Tous les noms. Les sujets actifs, leur couverture, leur position actuelle. Les financeurs. La chaîne de commandement complète. J'ai tout. » Un silence. Un serveur passa, ramassa des tasses vides à la table voisine. « Pourquoi maintenant ?» demanda Naïma. « Parce qu'ils ont tué quelqu'un que j'aimais. Un sujet qui voulait sortir du programme, qui avait demandé à être renversé. Ce qu'on m'avait promis était possible. Je leur avais dit de le laisser partir. Ils ne l'ont pas laissé partir. Non. » Il leva les yeux vers Théo. « Vous êtes journaliste. Vous savez comment publier quelque chose qu'on ne peut plus faire disparaître. Je sais. Alors faisons ça. » Ça prit 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles ils changèrent d'hôtel tous les 2 jours, utilisèrent des téléphones prépayés achetés dans des supérettes différentes et travaillèrent dans un ordre que Naïma avait établi avec la précision d'une militaire. D'abord, sécuriser les preuves, ensuite les dupliquer, ensuite construire les contacts qui garantiraient la publication simultanée dans plusieurs pays. Léonard leur donna tout ce qu'il avait promis. Les noms, les dossiers médicaux des sujets, avec les protocoles détaillés des modifications effectuées. La liste des financeurs, dont 3 grands groupes industriels, un fonds souverain étranger et 2 membres actuels du gouvernement. Les procès-verbaux des réunions de la Fondation Helios depuis 2001. Il leur donna aussi quelque chose qu'ils n'attendaient pas. La possibilité de rétablir les sujets dans leur physiologie d'origine. Proté n'était pas irréversible. Il avait gardé secrète la procédure inverse, par précaution, disait-il, ou par culpabilité. Il n'était pas sûr lui-même de la distinction. La nuit avant la publication, Théo et Camille restèrent longtemps silencieux dans la librairie fermée, comme ils l'avaient fait des dizaines de fois au cours de leurs 20 ans d'amitié, dans des configurations très différentes. Joie, deuil, crise, retour de voyage. Le café refroidissait dans les tasses. « Tu penses qu'il dit la vérité ?» demanda-t-elle. Léonard. « Sur l'essentiel, oui. Les documents sont vérifiables. Naïma a fait faire des expertises indépendantes sur les éléments clés. Et sur le reste ?» Théo réfléchit. « Je pense qu'il est sincère quand il dit qu'il veut arrêter ça. Je ne suis pas certain qu'il mesure ce que ça va déclencher. Et toi, tu le mesures ?» « Pas complètement. Mais certaines choses méritent d'être faites, même quand on ne voit pas entièrement où elles mènent. » Elle prit sa tasse, la reposa sans boire. « J'aurais préféré que tu restes dans ton bureau à corriger des photos, » dit-elle. « Moi aussi, » dit-il. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais c'était la bonne chose à dire. L'article parut un mardi, à 7 heures du matin, simultanément sur 4 sites d'information dans 4 pays différents. France, Belgique, Suisse, Allemagne.
Théo avait également envoyé l'intégralité du dossier à 3 journalistes d'investigation qu'il connaissait personnellement et en qui il avait une confiance absolue, construite sur des années de travail commun. Il suivit les premières heures depuis un appartement que Naïma avait emprunté à sa sœur, à Bron, en regardant les notifications défiler sur son ordinateur. Les premières réactions officielles furent des démentis. Rapides, nets, bien formulés. Le genre de démenti qu'on sort d'un tiroir où il était déjà préparé. Ce qui, en soi, était une information. Pas complètement. Mais certaines choses méritent d'être faites, même quand on ne voit pas entièrement où elles mènent. Elle prit sa tasse, la reposa sans boire. « J'aurais préféré que tu restes dans ton bureau à corriger des photos, » dit-elle. « Moi aussi, » dit-il. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais c'était la bonne chose à dire. L'article parut un mardi, à 7 heures du matin, simultanément sur 4 sites d'information dans 4 pays différents. France, Belgique, Suisse, Allemagne. Théo avait également envoyé l'intégralité du dossier à 3 journalistes d'investigation qu'il connaissait personnellement et en qui il avait une confiance absolue, construite sur des années de travail commun. Il suivit les premières heures depuis un appartement que Naïma avait emprunté à sa sœur, à Bron, en regardant les notifications défiler sur son ordinateur. Les premières réactions officielles furent des démentis. Rapides, nets, bien formulés. Le genre de démenti qu'on sort d'un tiroir où il était déjà préparé. Ce qui, en soi, était une information. Puis, les contre-réactions commencèrent. D'autres journaux reprirent l'affaire. Des anciens membres du Parlement réclamèrent une commission d'enquête. 3 des financeurs mentionnés dans le dossier annulèrent des apparitions publiques prévues. Un ministre démissionna pour raisons personnelles à 16h30. À 20h, le Premier ministre annonçait l'ouverture d'une investigation judiciaire. Naïma reçut un appel de son directeur à 21h. Elle décrocha, écouta 30 secondes et raccrocha. « Il me demande de rentrer demain matin, » dit-elle. « Il dit que ma position sera réexaminée. » Ça veut dire quoi? Soit ils vont me licencier, soit ils vont me promouvoir. Je pencherai pour la promotion. Dans ce genre d'affaires, récupérer les lanceurs d'alerte vaut mieux que les combattre. Qu'est-ce que vous allez faire? Y aller. C'est toujours mieux de changer les choses de l'intérieur quand c'est possible. Elle avait dit ça avec une conviction tranquille qui fit réfléchir Théo longtemps après. Léonard disparut le soir de la publication. Pas de message, pas d'explication. La chambre d'hôtel qu'il occupait était vide, ses affaires parties. Théo ne chercha pas vraiment à le retrouver. Certaines personnes avaient besoin de disparaître, non pas pour se cacher, mais parce que leur présence dans le monde avait trop longtemps été une présence dans l'ombre, et qu'elles ne savaient pas encore comment exister en pleine lumière. 6 mois plus tard, Théo publia un livre, pas un article, pas un dossier, un vrai livre, avec un éditeur, une couverture et des pages qui craquaient quand on les ouvrait pour la première fois. Il s'appelait « La bête aux 1000 visages », titre qu'il avait choisi en hommage à ce que Protet avait créé et aussi à ce que les institutions humaines peuvent devenir quand on cesse de les surveiller. Il reçut des menaces pendant 3 mois. Lettres anonymes, messages sur Internet, une voiture qui ralentissait trop souvent dans sa rue. Puis, les menaces cessèrent. Ce n'était pas que les adversaires avaient abandonné, c'est qu'il était devenu trop visible pour être supprimé discrètement, et que la discrétion était leur seul outil. L'instruction judiciaire avança lentement, comme toutes les instructions judiciaires dans des affaires de cette nature, péniblement, contre des résistances invisibles, avec des classements sans suite et des relances, des témoins qui se taisaient et des documents qui réapparaissaient. Mais elle avança, c'était l'essentiel. 4 des 6 sujets actifs identifiés acceptèrent volontairement le protocole de réversion mis au point par Léonard. 2 refusèrent. Ils avaient vécu si longtemps dans leurs identités construites qu'ils ne savaient plus très bien qui ils auraient été autrement. Ce choix, dit Naïma à Théo le jour où elle le lui apprit, était peut-être la chose la plus humaine de toute l'affaire. Camille agrandit sa librairie. Elle ouvrit une section dédiée aux sciences du vivant, biologie, éthique de la recherche, philosophie de l'identité.
Elle disait que l'affaire lui avait appris que les questions les plus importantes se posent aux frontières entre disciplines, dans les espaces où personne ne pense à chercher. Théo continuait à travailler. D'autres enveloppes arrivèrent. Pas avec des clés USB, mais avec des lettres, des noms, des dates, les géographies habituelles du secret. Il les ouvrait toutes. Il ne savait pas faire autrement. Un soir de mai, au bord du Rhône, il regarda son reflet dans l'eau noire du fleuve. Le visage qui lui renvoyait son regard était le sien, inchangé. Les cheveux gris que Camille lui reprochait, les rides au coin des yeux, la légère asymétrie du nez cassé à 25 ans, dans une autre vie. Il se demanda une seconde, juste une seconde, si c'était vraiment lui. Puis il haussa les épaules, remonta le col de son manteau contre le vent qui descendait du nord, et rentra chez lui.